Eh bien, bonjour, bienvenue à tous, bonjour, bienvenue à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire de notre chaîne Fluo. On est ravis de vous avoir avec nous pour un sujet qui va être vraiment passionnant. Et avant de commencer, je vais rappeler quelques petites règles. D'abord, la première, c'est que ce webinaire est enregistré. Également, il y aura des petites questions auxquelles vous pourrez participer pendant ce webinaire. Et n'hésitez pas à utiliser la zone de conversation. On va vous passer en rôle de contributeur pour que vous puissiez le faire au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de conversation. Je me ferai un plaisir de les relayer au fur et à mesure ou à la fin. En tout cas, n'hésitez pas. On va tenir l'horaire. Donc, à 14 h, on aura terminé. Et donc, sans plus attendre, je voulais souhaiter la bienvenue. Je suis ravi d'avoir mes invités, Sandrine, Simon, Pierre et Nico. Je vous laisse vous présenter très rapidement chacun et chacune d'entre vous. Donc, moi, c'est Sandrine et je suis coach professionnel à Mentis Institute. Voilà. Simon, en équipe avec Sandrine, effectivement, coach pro également. Hello tout le monde, moi c'est Pierre, Pierre Merlin, freelance, coach en organisation, produit et agile. Coach agile aujourd'hui avec la casquette de coach agile. Moi c'est Nicolas Coatelon, je suis aussi coach agile avec une consonance orga produit plutôt développée. J'ai le plaisir de vous recevoir en tant que hébergeur Fluo et de recevoir Mentis pour pouvoir échanger autour de ce sujet. C'est super, je suis ravi de vous avoir. Et moi, je suis Samuel Lavoise, donc je suis sur la petite présentation, je suis coach en tout, mais ça veut surtout dire que je suis des deux côtés. C'est-à-dire que je suis à la fois coach agile, coach en regard produit, et également coach professionnel. Je vois Flo qui a envoyé un petit sourire parce qu'il est dans le même cas que moi. Et donc, je suis vraiment ravi de lancer ce webinaire parce que il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, plutôt deux choses, à la fois le coaching et à la fois le fonctionnement des organisations et des équipes au sens large des collectifs. Et je viens moi-même du monde de l'agilité et je me suis formé plus tard sur le coaching pro. Et dans le coaching pro, on traite les sujets de coaching collectif. Et du coup, la question que je vais lancer, qui va vraiment être le fil rouge de ce webinaire, c'est si je suis une entreprise et que j'ai besoin d'accompagner une équipe, je fais appel à qui? Les coachs pro ou les coachs agiles? Et donc, je vais lancer un petit questionnaire. Vous allez pouvoir... on n'a pas préparé les questions, d'ailleurs. Donc, je vais vous poser comme ça en live. À votre avis, quelle est l'origine de ces deux rôles? C'est à force d'observer d'innombrables réorganisations sans fin, avoir vu 100 fois la maison qui rend fou dans l'illustration de travail a fini par faire un burn-out lui-même, et les charges prenaient plus de temps à rédiger qu'à réaliser le projet. Donc, à votre avis, là, dans la petite zone de conversation, quelle serait la réponse que vous préféreriez? BD pour Florian. Du coup, je vais me tourner vers Sandrine pour savoir, c'est quoi l'origine du coaching et des coachs? Alors, le coaching et les coachs remontent à très, très longtemps. On peut remonter il y a 2000 ans. Pour la petite histoire, je vais vous faire une petite remontée dans l'histoire. Il y a 2000 ans, il y a déjà des philosophes qui avaient déjà posé les bases du coaching, comme la capacité de l'individu à réfléchir lui-même pour créer et développer sa propre réalité. Et pour continuer dans l'histoire, l'étymologie du mot coaching est apparue dans un tout petit village hongrois sous le nom de Cox. Et dans ce village hongrois, on a construit des voitures à attelage tirées par des chevaux qu'on appelait coxi. Voilà, et ça, c'était au XVe siècle. Et au XVIIIe siècle, donc c'est au travers d'une pratique sportive qui mettait en concurrence sur ces voitures-là, à attelage, chevaux, et qu'on a appelé donc cette pratique sportive coaching. Voilà. Et par métonymie, le mot coach a fini par devenir le conducteur. Donc, le coach, c'est celui qui conduit. Voilà, une belle histoire. Si on revient à notre ère moderne, c'est dans les années 60 aux États-Unis que le coaching est apparu. Dans le domaine du cinéma, pour commencer. Le coach, c'était celui qui entraînait les acteurs à jouer leur rôle. Dans les années 70, le coaching qu'on connaît à peu près aujourd'hui
a intégré le milieu du sport au travers des termes libération de potentiel, apprendre à apprendre, responsabilité, gestion des émotions. Et c'est que dans les années 80 que le coach n'a plus accompagné les sportifs, a accompagné les sportifs et en plus des dirigeants au cœur des organisations. Et c'est un peu plus tard que le coach a accompagné l'ensemble des acteurs des organisations. En tout cas, en France, c'est dans les années 80 que ça a apparu, avec un grand boom dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, où on est plus de 4000 coachs professionnels en exercice, à peu près. Hein. C'est le chiffre que j'ai trouvé. Voilà pour la petite histoire du coaching professionnel. Wow. Très bien, merci pour toute l'étymologie. Et du coup, je me tourne plutôt vers Nico. Alors je m'y attendais pas du tout. Ouais, je m'y attendais pas du tout. C'est hyper intéressant tout ce que tu as dit. Surtout le coach qui conduit les calèches. Je m'y attendais pas du tout. C'est hyper intéressant. Je me sens un peu bête, mais c'est hyper bien. Tu vois, comme quoi on apprend tous des choses. Et c'était l'objectif d'aujourd'hui. Donc c'est très, très chouette. Nous, c'est un peu moins vieux, entre guillemets. Hein. Ça date plutôt en tout cas, l'émergence des coachs agiles. Si on reprend un peu la genèse, c'est lié à un besoin qui était globalement, quand on organisait les projets d'IT qui font de la fabrication de logiciels, on sentait qu'il y avait des pratiques, des méthodes, une construction, une gestion de projet qui était vraiment plus très adaptée. Ça créait beaucoup de problèmes et surtout pas forcément de bons résultats vis-à-vis du client final qui devait être l'utilisateur du produit qu'on était en train de développer. Petite équipe d'anciens s'est posé la question sur globalement pourquoi ça fonctionne si mal et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne mieux. Le manifeste agile est émergé de ça. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, on sait tous qu'il y a 4 valeurs, 12 principes, mais ce qui était intéressant, c'est surtout que c'était une porte ouverte sur une autre manière d'approcher ce sujet, d'approcher la réalisation de logiciels en centrant véritablement l'impact final dès le début de la conception, en se disant on est sur un modèle plus de risque et de gestion de risque, qui est le commanditaire, qui est vraiment l'utilisateur, comment réussir notre produit, puisque le but, ce n'est pas de réussir un projet au sens, une fois qu'on a fini le projet, on s'en va, il y a un produit, on se moque de ce qui arrivera derrière. C'était plutôt de se dire, en fait, pour que le projet fonctionne bien, il faut que le produit soit une réussite, et pour ça, on avait besoin de l'utilisateur, on avait besoin de valider au fur et à mesure que ce qu'on avait imaginé fonctionnait bien, et d'intégrer petit à petit ces retours pour fabriquer un produit qui était beaucoup plus adapté à son besoin et donc réussir le produit et donc le projet. Donc nous, notre culture est née de là. On savait que c'était assez complexe comme modèle organisationnel et on a eu besoin, puisque moi je suis un ancien développeur, donc j'ai connu un peu cette émergence en tout cas en France, on avait besoin quand même, c'était très complexe en termes d'organisation pour les équipes. Il y avait une adaptation qui était à faire entre un cahier des charges, le délivre, et j'enchaîne comme ça jusqu'à la fin et je m'en vais, faut organiser des événements où le client doit être présent, on doit adapter ce qu'on a prévu, l'architecture devait l'être. Et donc, cette organisation d'équipe a été subtile, était à contextualiser, à faire du sur-mesure, et pour ça, on a créé un rôle. Le Scrum l'a plutôt bien décrit à un moment, on parle de Scrum Master. Ça s'est un peu élargi à l'équipe, c'est devenu un coach agile parce que c'est plus une équipe dans des grosses entreprises. On sent qu'il y a des organisations, donc on a besoin de rôles un peu plus larges et c'est devenu coach agile. Voilà un peu l'histoire globale, d'où on vient et quel était notre objectif. Donc une origine un petit peu plus ancestrale, je veux dire, pour l'aspect coaching pro, et puis une origine qui vient plutôt de l'IT, de la réalisation de développement logiciel. Donc, on a bien le contexte. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Allô? Pardon? Excuse-moi, on a parlé en même temps. Non, c'est Nico a bien résumé le truc. Je pense qu'on commence à avoir besoin de coach dans une organisation à partir du moment où elle devient vraiment complexe. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin de coach dans toutes les organisations, mais si on a un niveau de complexité qui devient plus gérable par les opérationnels, par ceux qui constituent l'organisation eux-mêmes directement, parfois ils ont besoin d'aide. Et c'est là où le coach peut intervenir. Mais du coup, on va en reparler, je pense, mais il n'y a pas forcément besoin de coach dans toutes les organisations. Il faut bien définir nos interventions pour voir quel impact on peut avoir dans ces organisations-là.
Très bien. Du coup, ça va être une bonne transition. Moi, je vais poser une question à l'audience sur c'est quoi l'objectif des interventions des coachs. Du coup, c'est quoi, un Koh-Lanta géant, c'est de faire en sorte que les conflits dégénèrent. C'est d'assembler les Legos par ordre de couleur de l'arc-en-ciel. C'est mettre suffisamment de post-it au mur pour qu'on finisse par croire qu'on a un plan. Réponse D. Il y a un peu de tout ça, ouais. Oui. Je vois que ça a été très prolifique dans la zone de chat. Oui. Du coup, Pierre, je te laisse continuer. C'est quoi l'objectif des interventions des coachs, du coup, des coachs agiles? Ouais, du coup, l'intervention d'un coach agile, il va se faire déjà effectivement au niveau de l'organisation. Et je vais dire un truc très général, très générique. Le but d'un coach, ça va être d'aider l'organisation à atteindre ses objectifs. Alors, du coup, ok, c'est cool, mais est-ce que c'est pas le but de tout le monde dans l'entreprise? Du coup, ça va être d'aider une organisation à aller dans la direction de l'agilité pour ensuite atteindre mieux ses objectifs. On considère que l'agilité, c'est un moyen, c'est un outil qui est complexe à utiliser, qui est complexe à déployer dans une organisation, qui est complexe à adapter dans une organisation. Et du coup, on a besoin d'un coach, on a besoin d'un expert à la fois en coaching, en processus de coaching et en agilité, pour pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs de manière plus agile. Maintenant, ça passe par, dans nos interventions, on commence souvent par définir quels sont les critères de succès de l'organisation, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont nos objectifs. Et puis ensuite, on essaie de dire, OK, on a tous ces outils à notre disposition, on peut vous aider grâce à tout ça. L'agilité étant un des outils qui est composé de plein de choses, hein, mais un des outils qu'on peut utiliser dans notre approche du coaching. J'imagine que sur le coach pro, ça va être un peu pareil, hein. Vous avez plein d'outils qui vous permettent d'accompagner et d'aller dans la direction des objectifs. Mais du coup, on va adapter ces outils au contexte spécifique, à la culture, à l'avancement, j'aime pas trop le terme, mais à la maturité de l'organisation, où est-ce qu'ils en sont dans leur voyage vers leurs objectifs. On va essayer de provoquer une prise de conscience un peu de où sont les problèmes. J'aime bien alors c'est plutôt un terme produit, mais c'est le aha moment. Le moment où le client dit ah, effectivement, c'est là où est le problème, c'est là où on doit intervenir. Et puis ensuite, les aider à aller vers l'autonomisation. Le coach agile n'est pas forcément amené à rester sur ce poste-là. Donc, il est là sur un moment défini dans la vie de l'organisation. Et du coup, notre objectif ultime, c'est d'amener l'organisation à être une organisation apprenante et à apprendre par elle-même et à pouvoir évoluer par elle-même vers ses objectifs en utilisant tous les moyens qu'on met à sa disposition. Voilà, et du coup, j'aime bien dans l'objectif de la manière dont on intervient, j'aime bien considérer l'organisation comme un produit avec ses utilisateurs, avec ses fonctionnalités à l'intérieur. Et du coup, on peut très bien, j'aime bien le parallèle entre les deux. Donc, l'approche produit s'applique assez bien aux organisations. Et du coup, on peut appliquer, faire un gros parallèle entre ces deux mondes. Et au final, notre objectif, c'est d'atteindre des objectifs business grâce à une organisation, grâce à des individus au sein de cette organisation. Et parfois, les individus, ils ont aussi besoin d'être coachés à l'intérieur de l'organisation pour que l'organisation, dans l'ensemble, puisse réussir. Ok, merci Pierre. Et du coup, je vais me tourner vers Simon pour savoir c'est quoi l'objectif dans le coaching d'organisation, mais avec le regard coach pro. Alors, le positionnement du coach pro en termes d'objectifs, ça va plutôt être d'accompagner les individus et indirectement les groupes aussi à une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance ou compréhension des autres et des relations interpersonnelles qui se jouent, donc notamment au sein des groupes. Du coup, on part de l'idée que plus une personne va se connaître elle-même, connaître ses réactions, comprendre ses comportements en fonction des situations qu'elle rencontre, plus elle va gagner en capacité d'adaptation et demain en autonomie pour pouvoir avancer. L'objectif dans les interventions du coach pro, du coup, c'est de permettre aux personnes accompagnées, en individuel ou en collectif, de faire émerger par eux-mêmes
des solutions, soit parce qu'ils ont déjà des ressources et des mécaniques qui peuvent fonctionner et ils vont les transposer dans les nouvelles situations qu'ils rencontrent, soit parce qu'ils vont pouvoir aller vers de la logique d'apprentissage en apprenant les uns des autres, notamment dans des logiques de groupe. L'idée de fond, au-delà de l'objectif en lui-même que va se fixer la personne ou le groupe, c'est toujours d'aller promouvoir, développer les capacités et faire en sorte que l'accompagné ou le bénéficiaire au sens général puisse trouver ou retrouver son autonomie. Un peu comme ce que disait Pierre, finalement, le coach agile n'est pas fait pour rester longtemps. Le coach pro, c'est pareil. Dans l'idée, moins le coaching est long, plus vite ça veut dire que la personne a retrouvé son autonomie et donc ou le groupe. Et donc, le job sera fait parce que l'idée d'un coaching long, c'est a priori un coaching qui ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu, puisqu'on est orienté vers le retour à l'autonomie. Du coup, les thèmes les plus accompagnés dans ce qu'on constate, nous, dans notre pratique, c'est les sujets en lien avec la communication, les relations interpersonnelles, l'intelligence émotionnelle, les questions après de posture professionnelle dans les entreprises ou les organisations, sur le management ou le leadership, par exemple. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que Nico ou Sandrine, vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux objectifs des interventions des coachs? C'est bon? Non, juste en une seconde, et Pierre l'a très bien dit à la fin, il y a une notion de pourquoi et comment. Et la première étape, c'est bien de définir ce qu'on veut atteindre. La solution est vraiment à composer en fonction de ces sujets. Ça marche. Super, merci beaucoup. Du coup, je vais vous poser la question suivante. Je vais me tourner vers l'audience sur la question de s'il y a une limite finalement à l'intervention, quelle serait-elle pour faire en sorte de ne pas infliger de l'aide à une organisation? Est-ce qu'on recrute autant de coachs que de collaborateurs? Est-ce qu'on refuse les missions qui nous sont proposées? Est-ce qu'on s'assure que l'équipe est prête à entendre ça? Ça va être fun, sans lever les yeux au ciel. Et du coup, je vais me tourner vers Sandrine pour cette question. C'est quoi les limites de l'intervention d'un coach pro dans des organisations? Coach pro. Alors d'abord, le coaching, ce que je peux dire, c'est que le coaching n'est pas une formation. On peut définir les limites par ce que ce n'est pas. Donc même si on peut donner des apports théoriques pour alimenter les réflexions du coaché, le coaching n'est pas, en tant que soi, une formation. Le coaching n'est pas non plus du consulting. On n'est pas expert du métier qu'on accompagne. On peut accompagner dans tout secteur, dans tout métier. Pour rappel, le coach est tenu par des engagements de moyens et le consultant est tenu par des engagements de résultats, ce qui nous différencie. Après, le coaching n'est pas une psychothérapie non plus. On ne va pas aller chercher les causes, le pourquoi, mais on va aller chercher le comment, c'est-à-dire comment l'individu peut mieux penser, peut mieux ressentir, peut mieux agir dans son environnement et dans son contexte. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'un besoin égale un coaching. Donc, s'il y a un nouveau besoin qui émerge dans le coaching, on va se rassembler avec le coaché, le client, pour voir si ce nouveau besoin peut être accompagné, appréhendé au travers du coaching ou autre démarche. Et enfin, le coach est un expert de l'accompagnement humain, donc il pose une stratégie adaptée aux besoins et à la demande du client. Donc, si le coaché, peut atteindre son objectif en 2 séances, on ne va pas lui proposer des packs de 12, on n'est pas là pour survendre du coaching et bien proposer une stratégie adaptée. Voilà. On ne fait pas le lot de 12 œufs ou 12 huîtres comme dans ces temps de Noël. On est sur du spécifique. Très bien, merci beaucoup. Nico, côté coach, Ouais. c'est quoi les limites? Déjà, le sujet, il est chez les coachs agiles, ne pas infliger de l'aide, c'est une erreur très classique. Plutôt infliger de l'aide est une erreur très classique. Tu te retrouves souvent face à des équipes qui sont en difficulté, qui ne trouvent pas la solution, et souvent, on peut tomber dans l'écueil de dire il suffit de travailler comme ça, et si, évidemment, on n'a pas de prise de conscience de la part de l'équipe, c'est là où on fait les pires erreurs, puisque ce n'est pas soutenable. En fait, à risque, les équipes d'être dépendantes de nous.
Donc, pour ne pas infliger de l'aide aux organisations, c'est déjà travailler sur la prise de conscience, travailler, comme on disait tout à l'heure, sur qu'est-ce qu'on veut atteindre. Parce que souvent, quand on inflige de l'aide, on est souvent sur la solution, sur les pratiques. Mais si le sens n'y est pas, s'il n'y a pas de sponsoring, que ce soit à l'échelle de la direction et même des équipes, si elles n'ont pas envie, ça ne peut pas marcher. Et donc, la première chose à faire, c'est bien de définir la problématique, de bien définir là où on aimerait se trouver, je sais pas, pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, en fonction de la problématique qu'on soulève. Et à partir de là, on travaille ensemble sur l'émergence des bonnes solutions, du bon chemin, de la bonne démarche pour essayer d'atteindre cette vision qui permettra de résoudre la problématique sur laquelle on s'était mis d'accord. Mais voilà, il y a forcément une étape préliminaire de définition et d'alignement sur ce qu'on cherche à résoudre et vers où on veut aller. Ça, c'est souvent si on rate cette étape-là, parce que voilà, on est un ancien expert, moi j'ai été développeur, on sait comment ça marche, on sait ce qu'il faut faire et qu'on oublie, tu as une posture très très haute, on oublie forcément que tout le monde n'a pas forcément son expérience, sa prise de conscience, la maîtrise de ces sujets-là. Et si on ne prend pas le temps de bien s'aligner collectivement, c'est là où, en général, les coachs sont assez mal perçus. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer à la suite. Du coup, là, je vais plus vous parler de posture. Et du coup, quelles sont les différentes postures qu'on peut avoir en coaching? Vous utilisez les différentes postures que vous utilisez, c'est quoi? Je donne des conseils pour que les coachés trouvent leurs propres solutions. Je lui donne des leçons de vie qui collent à la problématique. La posture de coach zen, adoptée quand les développeurs parlent de déployer en prod un vendredi après-midi. Je vois que Laurent est plutôt sur les 3 en même temps, très bien. Mon capitaine. Là, je vais demander à Pierre, du coup, c'est quoi les différentes postures? Est-ce qu'il y a différentes postures que tu utilises, toi, en tant que coach agile? Ouais, alors j'étais en train de lire ce que disait Florian, c'est très vrai. Effectivement, il y a plein de postures différentes en tant que coach agile. Et c'est un peu une réponse de Normand dans ces cas-là, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend beaucoup du client, de ses attentes, de est-ce que lui attend de nous qu'on soit vraiment un guide, et à ce moment-là, on va plutôt être dans une posture un peu servante leader, où on va se mettre au service, mais vraiment en lidant les choses. Ça peut bien marcher sur des organisations qui ont vraiment besoin je vais être vulgaire, mais d'un coup de pied au cul. Et du coup, là où la posture basse va être difficile à mettre en œuvre. Et après, plus on va évoluer dans l'avancement, en fait, plus on va être sur des postures plus basses. Donc, on va faire de la facilitation, on va être un peu un agent du changement. On va essayer d'aller enlever les problèmes, enlever les blocages, mais toujours en essayant de faire en sorte que ils trouvent les réponses par eux-mêmes. Même si toujours, on essaie toujours, enfin moi j'essaie toujours d'être dans cette optique-là, mais c'est pas toujours le plus facile. Et ça peut crisper un petit peu les clients et les personnes qu'on accompagne, les organisations qu'on accompagne. Vous savez, l'image un peu du coach qui ne répond à une question que par une autre question. Ça peut être un peu crispant, et du coup il faut un peu, pour moi j'essaye de sortir un peu de ça et de toujours garder en tête que c'est pas moi forcément qui apporte toutes les solutions, mais je peux être leader sur un certain nombre de choses, essayer de pousser dans la bonne direction, essayer de tester des choses et de le mettre dans le bon mindset. Mais on est aussi là souvent pour apporter de l'expertise et apporter parfois des solutions en les proposant et en proposant de faire un test et de voir ce que ça donne et de donner le droit à l'erreur à l'organisation. Mais du coup, ça demande de changer de posture assez fréquemment et de pouvoir, j'ai envie de dire, mettre son ego de côté parfois, et se dire, ok, en fait, oui, je suis certes, j'ai de l'expérience dans le domaine, mais j'ai pas toutes les réponses à tout. Et du coup, je vais vous aider. On va essayer de trouver les solutions ensemble. Donc, il y a un super article, articles qui ont été écrits par Nicolas et Marion d'ailleurs sur la co-construction. Et ça marche pour l'organisation, aller co-construire avec eux et sans imposer des choses. C'est clé pour moi
dans la réussite. Et du coup, la posture que j'essaye à tout prix d'éviter, moi, c'est la posture un peu de vendeur de framework. De dire, OK, ben en fait, oui, j'ai la réponse à toutes vos questions. Tout ça est dans un super gros livre. Je ne vous dirai pas le nom de ce livre. Et je vais vous dire comment on implémente ce livre en suivant les bonnes pratiques exactement qui sont écrites dans le livre. C'est la posture que j'essaye à tout prix d'éviter parce qu'il n'y a pas une seule solution qui convient à toutes les entreprises, à toutes les organisations. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, il faut aller vraiment chercher les problèmes spécifiques qu'il y a dans l'organisation, et ça peut être un truc qui demande effectivement de mettre parfois son ego de côté. Très bien, merci beaucoup Pierre. Et là, je vais me tourner vers Simon. Quelles sont les différentes postures qu'on utilise en coaching? Alors, pour le coach pro, moi, j'ai bien envie de rebondir sur deux choses qui ont été dites précédemment. À la fois la question de la prise de conscience dont parlait Nicolas tout à l'heure, qui est et de rappeler qu'on ne peut pas la décréter, c'est plutôt à la personne de déclencher à un moment donné une prise de conscience. Et donc, en prenant en compte ça, l'idée que le coach va avoir pour moi deux postures principales, une posture dite haute, où là, pour le coup, on a un positionnement qui va être dans le cadrage, dans un peu les règles de fonctionnement, les questions qu'on va poser en lien avec la stratégie. Ça, c'est le deuxième point que je peux reprendre. Avec la stratégie posée au départ, on va s'assurer que le questionnement permet d'avancer là-dedans. Et en même temps, la posture basse qui est beaucoup d'être à l'écoute dans la réaction, au sens de je m'adapte aux réactions du coaché. Un mouvement, une situation émotionnelle à un moment donné chargée, va peut-être rebondir là-dessus, questionner et permettre à la personne d'avancer, de cheminer dans son raisonnement. Si je devais donner un ratio indicatif, je dirais un petit tiers de posture haute pour donner un cadrage et faire avancer les sujets, y compris par des questions un peu percutantes parfois, ou de recadrage, et deux bons tiers de posture basse pour être dans l'écoute et permettre à la personne d'évoluer. Dans tous les cas, il y a deux sujets, moi, qui me paraissent importants. C'est 100% de neutralité. Le coach n'est pas là pour donner un jugement ou un avis. Il va plutôt interagir et suivre l'évolution de son coaché. Et l'adaptabilité, puisqu'on a beau fixer une stratégie au départ, si en cours de route, la personne bouge plus vite, amène un nouveau sujet, percute sur quelque chose qui l'a bloqué à un moment donné, on ne reste pas borné, entre guillemets, sur la stratégie qu'on s'est fixée. On va mettre de la fluidité, s'adapter au rythme, faire en fonction de l'autre. Ça tient aussi de la posture basse, parce que finalement, si je disais c'est par là, on ne déroge pas, je resterais sur une posture très cadrante qui ne serait pas toujours utile au coaché. Très bien. Sandrine, Nico, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à la partie posture? Vas-y, Sandrine, si tu veux. Non, c'est bon, c'est parfait. Juste, je compléterai sur une qu'on utilise à des moments très spécifiques, c'est vraiment cette casquette, un peu cette posture très mentoring, très expert. Ça peut arriver dans des contextes où on veut accompagner une équipe, qu'on a le mandat, et là, on est plus sur... je prends un exemple tout bête, mais on veut appliquer un framework sans parler de celui de Pierre de tout à l'heure, mais si on veut faire par exemple du Scrum, qu'une équipe elle est toute, entre guillemets, toute jeune et qu'elle a besoin d'être accompagnée, on ne peut pas forcément être dans ces moments-là dans une logique d'émergence, mais plutôt dans une logique de mentoring où on accompagne l'équipe à mettre en pratique. Et ce qu'on appelle souvent, on utilise un principe qui est assez fort chez les coachs agiles, c'est le Chouari. On sait que la première étape, elle est vraiment répliquons de manière un peu by the book ce framework, par exemple, ces pratiques. Et après, petit à petit, on va desserrer la vis pour que l'équipe s'accapare et après adapte en fonction de son contexte et maîtrise le sujet. Et entre guillemets, on libère, c'est un peu cette casquette un peu de mentor pour plus être sur un accompagnement sur mesure si jamais dans leur adaptation, ils constatent que ça crée des écueils, etc. Voilà, c'est une posture qui diffère un peu. Et le dernier point où moi j'ai souvent joué sur mes postures, c'est en fonction des interlocuteurs et face à une direction. Donc on attend de nous une certaine expertise, une certaine posture haute. Voilà, c'est plus celle-là qui est différente en fonction de à qui on s'adresse. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vais passer à la suite et je vais là, essayer de vous demander de vous projeter. Pour vous, comment serait constituée une équipe idéale de coach pour bien accompagner une organisation? Est-ce qu'on fait du coaching agile et du coach pro
un seul intitulé, le coach pro Gilles. Un coach qui parle et qui écoute et qui hoche la tête avec un air mystérieux. Une équipe idéale, un coach pro pour rappeler à chacun qu'il est capable de soulever des montagnes et un coach agile pour s'assurer qu'on commence par dépasser des cailloux. J'aime bien cette image. Du coup, je vais me tourner vers tout le monde. Peut-être interroger déjà les coachs pro, Sandrine et Simon. Ce serait quoi l'équipe type, un peu comme au foot, vraiment l'équipe idéale pour accompagner une organisation? Alors, c'est toujours difficile de répondre par un idéal parce que à chaque fois, chacun va avoir sa vision. Moi, ce qui me semble important, c'est de vraiment coller au contexte ou à la réalité de l'organisation qu'on va accompagner et donc du besoin du client. Finalement, on l'a dit tout à l'heure dans ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, le coach pro va plutôt être tourné sur les individus, les groupes, leur manière de fonctionner. Et si j'ai bien compris ce que j'ai entendu sur le coaching agile, c'est plutôt les mécaniques, les modes de fonctionnement, les process. Donc pour moi, quand une organisation est vraiment dans une logique un peu globale de réorganisation avec des moments où on va devoir réinterroger les processus, des moments où les individus vont être un peu percutés par ce qui va les bouger, le fait de changer de poste, d'affectation ou autres évolutions importantes, je pense que là, un binôme, alors au sens neutre du terme, hein, ça peut être plusieurs personnes, mais une logique à deux compétences peut être super intéressante parce qu'on va pouvoir mixer des approches plus liées à l'humain et d'autres plus liées aux mécaniques de fonctionnement, au processus. Et pour moi, c'est là qu'on aurait à gagner à se rapprocher et à travailler ensemble pour optimiser l'utilisation de nos savoir-faire sur l'accompagnement des organisations. Très bien. Alors, j'enchaîne, Sam? Ah, vas-y. Allez, parce j'ai adoré la réponse de Simon qui est toute parfaite, évidemment. Il y a une logique un peu T-shape dans nos rôles. Souvent, c'est marrant, j'en discutais hier avec un grand agiliste qui me disait le coach agile, c'est un peu le coach, le médecin généraliste des coachs. Il y a un peu cette capacité de tout traiter, mais pas forcément d'être hyper spécialisé. Alors nous, on s'est un peu spécialisé sur les organisations produits, mais le fait est qu'il y a des sujets sur lesquels, faut avouer, hein, on base beaucoup notre expertise sur notre expérience, et il y a des sujets de temps en temps, comme on évolue avec nos organisations, il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas dire qu'on innove, mais on découvre certaines choses où c'est difficile d'être très expérimenté. Et j'en discutais lors de nos phases de préparation avec Simon et Sandrine. C'est, par exemple, travailler sur un rôle et responsabilité au niveau d'une direction. C'est facile au niveau d'une équipe de réalisation parce qu'on les connaît, parce que souvent même on a des jeux, des cartes, etc. Mais quand on va travailler au niveau d'une direction où les rôles et responsabilités sont plus complexes à faire émerger, plus diffus, il y a un vrai savoir-faire des coachs pros. Je ne dis pas que nous, on ne saurait pas le faire, mais il y a un vrai skill, une vraie expérience qu'ils ont et qui est hyper intéressante sur lequel on peut s'appuyer. Sur aussi des dysfonctionnements, voire des problèmes durs humain entre des rôles, moi je l'ai vécu, des rôles qui ont beaucoup de difficultés à travailler ensemble parce que les rôles et responsabilités ne sont pas clairs. Et il y a de la conduite de changement qui est liée à l'humain, où il y a une vraie compétence, une vraie expertise qu'ont les coachs pro. Nous, on essaie de travailler par nos lectures, par nos expériences, mais on est moins expérimenté là-dessus, il faut être assez honnête. On est plus des experts des organisations produits, des processus, comme tu le disais très bien, Simon. Et je trouve que cette complémentarité, quand on est sur des évolutions d'organisation plutôt très pointues, là, nous, on sait apporter des réponses. Et quand on touche plus à l'humain, c'est cette complémentarité que je trouve hyper intéressante, sur lequel on gagnerait beaucoup sur certaines transfos qui se passent pas toujours dans une logique idéale, et c'est souvent le cas. Et donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de binomer, comme tu le dis, à deux ou plusieurs, mais voilà, de se compléter. C'est un vrai beau sujet. Super, merci beaucoup pour vos contributions, et on arrive à la fin de notre webinaire, et du coup l'occasion de poser des questions. Je ne sais pas si côté audience, vous avez des questions. Là, j'aurais tendance à dire, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez pour poser des questions à nos experts coachs présents. Micro ouvert ou... Allez, micro ouvert, c'est parti. Avec plaisir, Thomas. Moi, je voulais savoir si vous aviez, dans vos expériences, été dans une sorte de chapitre ou de regroupement de coachs où justement il y avait les deux casquettes. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Pas de mon côté.
pour être transparent. Et j'avoue, j'avoue que ça, il y a des moments, ça aurait vachement bien aidé. Voilà. Quand tu es face à des personnes qui n'arrivent plus trop à s'entendre, hein, parce que moi, j'ai déjà été missionné pour résoudre des conflits. Donc, on prend sa belle posture basse, son empathie, on essaie de comprendre. Alors, on a une réponse qui est très technique, rôle et responsabilité, entre deux rôles qui s'affrontent parce que les choses se découpent et se décomposent dans le temps. Mais il y a quand même, comme je disais, une composante humaine où je pense que ça aurait été vachement appréciable d'être entouré par un coach pro. Moi, je dirais pareil, c'est-à-dire pas en effectif pour l'instant. Pour autant, avec Sandrine, on a sur les derniers 18 mois régulièrement monté des regroupements de coachs pour répondre à des appels d'offres. Et là, on en a un qui est en cours d'attente, d'instruction. Donc, on n'a pas d'analyse, on n'a pas la réponse. Pour autant, c'est un groupement assez large où on a des coachs qui ont la double casquette, des coachs qui ont le double chapeau, coach pro, coach agile. Et pour le coup, dans certaines interventions potentielles, on sera amené à fonctionner ensemble. Et c'est vrai que très ponctuellement, quand on a vu, notamment en phase de préparation de cet appel d'offres, les réponses de certains d'entre eux, alors, ils sont pas le groupe est assez grand, c'est pas les plus nombreux représentés, mais pour autant, ils ont su apporter ces petits regards complémentaires sur attention, on parle processus, vérifiez bien ça, pensez à telle étape, comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc déjà en phase préparatoire, ça laissait présager des choses intéressantes. Il n'y a plus qu'à gagner l'appel d'offres, j'allais dire, pour pouvoir mettre ça en œuvre. Pour autant, effectivement, cette logique d'aborder les choses avec un double regard, un regard croisé, me paraît super intéressant et on en a vu des premières expériences prometteuses. Voilà. Et c'est demandé dans ce cahier des charges, justement, par le client, le côté innovation, justement, d'inclure cette vision agile et qu'est-ce que ça pourrait donner dans nos projets et dans nos accompagnements. Donc, c'est des demandes qui sont réalisées. Un autre cas de figure où moi, je m'étais interrogé sur la complémentarité, c'était des promotions. Par exemple, quelqu'un qui a une promotion, il passe d'un rôle manager à un rôle directeur. Et j'ai vu des accompagnements qui étaient faits lors de cette promotion qui étaient coach pro, et je trouvais par contre qu'il manquait le coach. Alors là, c'est pas coach agile, mais le coach de son expertise qui n'accompagnait pas ces personnes-là, et j'ai trouvé ça un peu préjudiciable parce que quand on prend, entre guillemets, on monte un grade hiérarchique, on peut, en tout cas dans le monde du produit, on ne fait pas les mêmes choses. Et on n'a pas toujours eu l'expérience, les skills, etc. Donc c'est intéressant le côté coach pro pour accompagner sur les postures, prendre confiance en soi, travailler un certain nombre d'aspects, souvent liés aux soft skills. Mais il y a quand même la partie hard skill qui peut être couvert, par exemple, si on parle de product manager qui deviennent des head-off, etc., on peut se dire que des coachs produits seraient un bon complément à des coachs pro, par exemple. Ou si c'est côté, je ne sais pas, il y a des similarités, pareil, côté tech ou d'autres. Et je trouve que, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu et observé, se limiter à juste, et je simplifie peut-être un peu trop, mais accompagner juste sur les soft skills et pas les hard skills, quelqu'un qui a une promotion, ça peut être bon et complémentaire de travailler les deux. Voilà. Très bien, super, merci beaucoup. Est-ce que ça je t'en prie, Pierre. Est-ce que ça ne revient pas à avoir un mentor, du coup, pour cette personne-là? À faire du mentorat et du coaching individuel. Ça peut être intéressant. Je sais pas, c'est une réflexion. Bien sûr. Et je vois que Marion fait sa pub. Donc Marion fait. Non, mais oui. Sans parler mais voilà, il y a un vrai sujet d'accompagnement qui est intéressant à tous les niveaux. Très bien. On a encore le temps pour une question, s'il y en a dans l'audience. Dans ce cas-là, le faire micro ouvert sans souci. Je suis étonné que Florian ne prenne pas la parole. Hein. Il est très il est plus là, c'est pour ça. En général, il saute dessus. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là. Et du coup, avant de nous quitter, je vais vous proposer de participer à un petit rôti. Vraiment, ça c'est... je sais pas si j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans mes cours de coaching pro, mais c'est vraiment un truc de coach agile sur l'efficacité des réunions. Mais là, on le détourne pour le webinaire. Un petit rôti sur ce webinaire.
retour sur l'investissement de temps que vous avez mis dans ce webinaire. Alors, 1, c'était quel enfer. À 5, c'était vraiment top. Donc, n'hésitez pas à voter dans la zone de conversation. Et voilà, et ça sera pour moi le mot de la fin. Encore une fois, merci beaucoup Sandrine, Simon, Pierre et Nico pour vos interventions. C'était super d'en apprendre plus sur les origines du coaching, à la fois coach pro et coach agile. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Un grand merci du fond du cœur et à bientôt sur la chaîne Fluo.